C'est en septembre 2013 que la mallette est née. À l'époque, j'ai lancé ça dans l'optique d'avoir un espace numérique où partager mes inspirations, mes découvertes, mes coups de cœur, peut-être même des conseils. Tu sais, l'univers des blogs au Québec, c'était vraiment nouveau. On se ramène en 2013, puis j'étais vraiment fascinée par ce phénomène-là. Surtout qu'une partie de mon enfance et toute mon adolescence, je disais haut et fort que plus tard, mon rêve c'était de devenir rédactrice en chef d'un magazine. C'est né à l'époque où je lisais le magazine Cool en 5e, 6e année du primaire. Puis c'est quelque chose, un rêve qui s'est poursuivi toute mon adolescence. Donc en 2013, alors que j'étais à ma 2e année d'université, ben pour moi, c'était comme la façon moderne de réaliser ce rêve-là, ou du moins de mettre un pied dans ce rêve-là. Et ça, pour moi, c'était bien excitant. Je voyais pas nécessairement les opportunités que ça allait m'amener à moyen ou à long terme, mais je savais que j'allais pouvoir pratiquer ma plume et que j'allais avoir une plateforme ou partager des trucs qui me plaisaient, que j'avais envie de faire découvrir aux gens. J'avais passé une partie de l'été 2013 à découvrir des blogs. En fait, j'ai découvert un premier blog par le biais d'une collègue à l'université et ça m'a amené à découvrir les quelques blogs qui existaient au Québec à l'époque. Il y en avait, il y en avait quand même plusieurs, mais dans la niche lifestyle qui me ressemblait, il y avait peut-être 4-5 blogs. Donc j'ai passé l'été à lire, à m'informer là-dessus. Puis quand je suis revenue à l'université, du moins je me préparais pour mon entrée en 2e année d'université en communication à Sherbrooke. Et je me suis dit, ok, ben je vais approcher ces blogs-là, puis leur proposer de me joindre dans leur équipe, d'écrire pour eux. Et à l'époque, on s'entend, c'était pas dans l'optique d'être rémunéré, ça existait pas vraiment d'être rémunéré pour écrire sur un blog à ce moment-là, ou du moins ça existait pas pour les blogs que je lisais. Donc moi, mon but, c'était vraiment juste d'avoir mon espace à travers ces blogs-là qui étaient déjà existants. Mais après plusieurs tentatives, je n'ai eu que des refus. Ce qui a fait en sorte que j'ai compris le message. Puis pour certains, le message, ça aurait pu être « laisse faire, c'est pas un bon plan, c'est pas une bonne idée, c'est pas quelque chose qui est possible ». Mais moi, le message que j'ai compris, c'est de créer ma propre opportunité. Donc si je ne pouvais pas écrire pour d'autres blogs, j'allais créer le mien. Donc fin août 2013, avec mon amoureux, on a créé rapidement un site web, un premier logo, une page Facebook, puis le 4 septembre 2013, je lançais ça sur mes médias sociaux. En fait, j'ai utilisé mes plateformes personnelles, évidemment, pour en faire la promotion et les choses ont déboulé très rapidement. Comme j'étudiais en communication, rédaction et multimédia à l'Université de Sherbrooke, il y a plusieurs de mes collègues qui ont eu envie, elles aussi, de se joindre à moi, de me prêter leur plume sur cette plateforme-là. Et il y a aussi des gens de ma région natale, il faut savoir que je viens de l'Abitibi-Témiscamingue, qui me connaissaient, qui avaient envie, elles aussi, de pouvoir bénéficier d'une plateforme numérique, de pouvoir écrire de façon publique. Donc, après seulement quelques jours, il y avait déjà une belle équipe de collaboratrices qui se joignaient à la mallette. C'était même pas mon intention quand j'ai eu l'idée de créer le blog, mais l'engouement était là et je voyais que c'est comme ça que ça fonctionnait pour les autres blogs que je suivais. Donc, j'ai créé une équipe et il y a plusieurs blogueuses qui se sont joints à moi assez rapidement. À ce moment-là, la mallette, c'était un blog lifestyle où on parlait principalement de mode, de beauté, de culture, donc de musique, cinéma, on parlait de déco. Bref, c'était un peu la version web des magazines féminins que je lisais étant plus jeune. Et je tripais, puis évidemment mon équipe tripait aussi. C'est devenu un blog collaboratif qui roulait vraiment bien. On réussissait à sortir un article de blog par jour, que ce soit rédigé par moi ou par mes collaboratrices. Il y a des journées où il y avait plus qu'un article qui était publié, donc ça roulait quand même très bien.
Et il y a rapidement eu un engouement de la part des entreprises. Faut se rappeler que tout ça c'est en 2013, donc le marketing d'influence n'était pas ce que c'est aujourd'hui, ça avait même pas ce nom-là, on parlait pas de marketing d'influence, on parlait juste de collaborer, de faire rayonner des entreprises via des plateformes. Et il y a quelques entreprises qui nous ont fait confiance, qui nous ont envoyé des produits à tester, qui nous ont envoyé des cadeaux, qui nous ont invités à des événements. Donc ça a rapidement pris une ampleur que j'avais pas nécessairement vu venir et ça m'a amené à vouloir professionnaliser un peu le blog, donc de prendre mes apprentissages universitaires et de les amener dans ce projet-là. Donc j'ai pris le temps de définir la mission du blog, la vision que j'avais avec ce projet-là, de déterminer aussi les valeurs. D'ailleurs, c'est ce qui a amené vraiment le premier photoshoot, je veux dire, officiel de la mallette, où j'ai demandé à des gens qui m'entouraient de se joindre à moi pour illustrer les principales valeurs de la mallette. Un beau projet que j'ai adoré faire, puis ça m'a fait réaliser que la mallette pouvait être un projet créatif, oui, par le biais de l'écriture des articles de blog, par le biais de la prise de photos, mais aussi par des projets connexes. Ce photoshoot-là, évidemment, c'était une petite goutte dans l'océan, c'était un premier projet connexe si on veut, mais qui m'a amené par la suite à voir tout le potentiel que je pouvais développer avec mon blog. Donc pendant mes études universitaires, j'ai travaillé avec mon équipe de blogueuses sur le blog de façon vraiment bénévole, par pure passion, parce que les opportunités professionnelles n'existaient pas nécessairement à cette époque, je le répète, mais c'est parce que c'est fou de se ramener 10 ans derrière et de réaliser tout le parcours qui a été fait. Oui, pour la mallette, mais pour le marketing, pour les médias sociaux, le marketing d'influence, c'est le jour et la nuit. Donc, j'aime me rappeler à quel point on faisait les choses par passion, puis que le blogging, c'était quand même un big thing au Québec. Je me souviens avoir fait des entrevues à la radio, à la télé. Plus tôt, je vous ai parlé du fait que qui a fait en sorte que je voulais écrire pour des magazines étant enfant, c'était le fait que je lisais le magazine Cool. Et en 2015-16, la mallette est apparue à 2 reprises dans le magazine Cool, ce qui est quand même fou, considérant que c'est le magazine qui m'a amené à découvrir cet univers-là, c'est le magazine qui m'a fait rêver quand j'étais enfant, puis là, ben, mon petit bébé, mon projet apparaissait dans ce magazine-là. Pour moi, c'était quand même vraiment gros. Puis, tu sais, juste une petite anecdote pour vous situer un peu, puis vous montrer ce que c'était la mallette à l'époque, puis le blogging. C'est arrivé à plusieurs reprises dans ces années-là. Donc en 2013 et peut-être 2016, 17, peut-être même un peu 18, que je me faisais reconnaître. Il y a des gens qui m'ont demandé de prendre des photos avec moi, des gens qui venaient échanger avec moi, qui me disaient « Hey, t'es la fille de la mallette, hein? » Puis j'étais comme « Oui. » Moi, à ce moment-là, j'étais dans mon 3,5 à Sherbrooke et je rédigeais des articles de blog toute seule. Donc quand je sortais puis que les gens me reconnaissaient pour ce projet-là, j'étais comme « Mais qu'est-ce qui se passe? » Et j'ai vite compris c'était quoi le marketing d'influence sans que ça ait ce nom-là, puis j'ai réalisé que ce que je faisais dans mon 3,5 de façon bien relaxe, ben ça avait de l'impact autour de moi. En 2015, j'ai terminé l'université et je suis revenue m'installer en Abitibi-Témiscamingue, ma région natale, comme je vous ai dit plus tôt. À cette époque-là, je me suis dit, ok, pendant 2 ans, j'ai jonglé entre les études, les emplois à temps partiel et le blog, donc je devrais être capable de jongler entre un emploi à temps plein et le blog. Donc, de jour, je travaillais pour un centre commercial, je travaillais dans mon domaine d'études, donc j'organisais les événements, les promotions, j'alimentais les médias sociaux. Donc, j'organisais des événements, par exemple, comme la traditionnelle arrivée du Père Noël, des promotions estivales, des ventes trottoirs, etc. Donc, ça, c'était mon emploi de jour. Et le soir, je travaillais sur la rédaction d'articles de blog, la gestion de l'équipe de blogueuses, l'élaboration de d'autres projets connexes. Et pour moi, c'était super important que cette transition-là d'étudiante à jeune professionnelle soit marquée
via le blog parce que évidemment mon blog c'était oui un projet collaboratif mais qui venait vraiment de qui j'étais, de mon essence et il y a tellement eu d'évolution en 2 ans de blogging. Oui parce que le blogging en soi a évolué, parce que le projet a changé d'orientation, mais aussi parce que moi en tant qu'individu, j'ai passé d'étudiante universitaire à adjointe aux promotions pour un centre commercial, donc de vivre une vie d'adulte. Alors, comment ça s'est marqué pour moi? C'est par le changement d'identité visuelle de la mallette. C'était super important que ça demeure très bubbly, très féminin, très cute, mais peut-être un peu plus travaillé, un peu plus réfléchi. Et c'est pour souligner les 2 ans de la mallette en 2015 que j'ai lancé un nouveau logo avec des nouvelles couleurs, des nouvelles polices, puis que j'allais repartir un peu sur, pas des nouvelles bases, mais sur une continuité qui allait davantage me ressembler, puis ressembler aussi à l'orientation que je voulais donner à ce projet-là. Si on parle des événements marquants qui ont suivi, je peux pas passer sous silence ce qui s'est passé en juin 2016 parce que j'ai été invitée à Montréal comme conférencière dans un événement qui s'adressait aux entreprises et aux créateurs de contenu. Et pour moi, ça, c'était quand même quelque chose de gros considérant que bon, je sortais tout juste de l'université, j'étais en région éloignée et là on m'invitait à venir parler de blogging à Montréal dans un grand événement. Donc pour moi c'était quand même bien excitant, mais c'était rien comparé à ce qui s'est réellement passé lors de cet événement-là parce que j'ai eu la chance, bon oui de donner une conférence, mais aussi de rencontrer d'autres créateurs de contenu, d'avoir des discussions avec eux, de rencontrer des entrepreneurs, de rencontrer des gens qui connaissaient ce milieu-là. Puis je le répéterai jamais assez, mais quand on travaille en tant que blogueur ou quand on travaille en ligne, on est souvent seul chez nous pour faire ce qu'on a à faire. Donc d'aller à la rencontre des gens, c'est toujours très marquant. Et pour moi, ça m'a amené à avoir des prises de conscience au fil des discussions que j'ai eues, puis à constater, à admettre que les grands thèmes de la beauté, la mode, la déco, c'est des choses qui m'intéressent, mais qui me passionnaient plus au point d'avoir un blog qui tourne autour de ces sujets-là. Et ça m'a aussi amené à réaliser que et moi et la communauté de la mallette aimait beaucoup les articles où je parlais un peu des coulisses du blog, où je parlais de médias sociaux, où je parlais de carrière, d'ambition. Donc ça a été la première étincelle qui m'a amené à revoir la vocation de la mallette. À ce moment-là, la mallette demeurait encore un blog très lifestyle, mais j'ai décidé de ne plus aborder les sujets qu'on abordait à l'époque, mais plus d'y aller avec un angle de jeune professionnel. Donc oui, il y avait encore des articles où on parlait de mode, mais de mode dans un contexte de travail par exemple. Même chose par rapport à la déco, comment adapter son appartement à une vie de jeune professionnel. Donc j'ai vraiment tout revu la vocation du blog et ça vient à 100% des discussions puis des rencontres que j'ai faites lors de l'événement à Montréal. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à ce que cet événement-là ait sa place dans la vidéo documentaire que vous écoutez parce que sans cet événement-là, il n'y aurait pas eu le point tournant. Et c'est un point tournant pour le blog, mais vous comprendrez que par la suite, il y a eu un enchaînement d'événements qui découlent de ça. Avec la nouvelle vocation du blog est venu, de nouveaux articles, dont un article qui a été très marquant, autant pour moi que pour beaucoup de femmes qui l'ont lu. C'est un article qui avait pour titre « Ouais, mais t'es tellement axée sur la carrière ». Et dans cet article-là, je dénonçais de façon super innocente et super naïve le fait qu'en tant que femme, on se sent souvent confronté à un choix qui est est-ce qu'on va être une bonne mère de famille ou on va être une femme de carrière. Puis j'initiais, vraiment initiais une réflexion par rapport à ça, puis au fait qu'on peut peut-être être les deux. Et ça a amené beaucoup de discussions avec ma communauté et il y a des femmes de la communauté de la mallette qui m'ont dit «
mais Mélissa, tu devrais partir un groupe Facebook où on pourrait vraiment poursuivre cette discussion-là, poursuivre cette réflexion-là, parce qu'il y a tellement à dire là-dessus. Donc, très naïvement, en 2016, j'ai créé un groupe Facebook qui, à l'époque, s'appelait Les Petites Girl Boss et qui, bon, avec le temps, est devenu Les Femmes de Tête, un groupe que vous connaissez peut-être. Et je vous épargne toute l'histoire des femmes de tête parce que c'est ça serait un autre documentaire en soi, mais ce qui se voulait être un petit groupe à l'époque a pris énormément d'ampleur et m'a amené à faire de nouvelles rencontres encore, avoir des grandes discussions, voir aussi le potentiel de cette communauté-là, voir le potentiel du web, de voir les opportunités marketing qui venaient avec tout ça. Puis ça a été un autre point tournant dans l'histoire de la mallette. Une chose entraînant une autre, le fait d'avoir changé la vocation du blog puis d'avoir créé ce groupe Facebook-là m'a permis de me positionner comme une référence dans le domaine du blogging au Québec. Évidemment, il y avait plusieurs autres excellentes blogueuses qui gravitaient autour de moi, mais je pense que le fait que je parlais des coulisses, que je parlais de blogging en tant que tel via mon blog, très méta, là, ben, ça m'a vraiment permis d'avoir cette notoriété-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai déniché mes premiers mandats en tant que coach pour les blogueuses, mais aussi en tant que gestionnaire de médias sociaux. J'en avais eu quelques-uns par le passé, mais c'est sûr que le changement de cap du blog puis la visibilité de mon groupe Facebook, ça m'a permis d'avoir des mandats qui étaient plus professionnels, plus sérieux, plus à long terme. Et d'ailleurs, petite parenthèse, parce que ça non plus, je peux pas passer ça sous silence tellement c'est beau, mais le premier gros mandat que j'ai eu en gestion de médias sociaux m'a été donné par l'agence de Joliane, et Joliane était parmi les comme 3 ou 5 premières blogueuses à s'être jointe à mon équipe en 2013. Donc c'est quand même fou de savoir qu'on s'est rencontrés de façon très virtuelle parce que Joliane avait découvert mon blog, avait envie de me prêter sa plume, puis finalement 3 ans plus tard, elle avait son agence marketing et elle m'engageait comme pigiste, comme quoi toutes les relations qu'on crée, qu'elles soient virtuelles ou non, sont importantes dans le monde des affaires en général, dans le monde du web. Et moi, cet exemple-là est vraiment spécial pour moi parce que je sais que si Joliane n'avait pas croisé mon chemin pour le blog, ben on n'aurait pas travaillé ensemble en tant que gestionnaire de médias sociaux et probablement que la suite des choses aurait été vraiment différente pour moi. Donc je suis excessivement reconnaissante de cette personne-là puis de cette opportunité-là qu'elle m'a offert en 2016. D'ailleurs, quand je vous dis que les choses ont déboulé très rapidement, avec le changement de cap, ben en septembre 2016, j'ai dit au revoir à mon emploi au centre commercial pour me lancer 100% en tant que pigiste en gestion de médias sociaux grâce à Joliane et son agence et à d'autres clients qui m'ont fait confiance à cette époque-là. Donc j'avais suffisamment de mandats de gestion de médias sociaux pour pouvoir vivre de ça et c'était vraiment trop pour jongler avec le blog, les mandats de gestion de médias sociaux et un emploi. Je voulais vraiment faire un vlog parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. En fait, là présentement on est jeudi, excuse. Puis hier, mercredi, j'ai donné ma démission à mon emploi. Donc c'est un gros move que je viens de faire là. Mais j'ai donné ma démission pour devenir vraiment travailleur autonome. Donc je vais maintenant pouvoir me consacrer au contrat que j'ai, puis au projet que je veux développer avec le blog. Fait qu'en tout cas, c'est quand même angoissant, mais je suis vraiment heureuse de mon choix. Là, j'ai vraiment hâte de commencer. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de quitter mon emploi. Puis après ça, ben, comme j'avais tout mon temps à consacrer à mes projets puis aux projets de mes clients, ben là, ça a encore une fois déboulé à une vitesse folle. Là, en 2016-2017, j'ai fait beaucoup de coaching pour les personnes qui voulaient se lancer un blog ou qui voulaient rendre leur blog lucratif, le professionnaliser. J'ai eu beaucoup de mandats de gestion de médias sociaux.
J'ai créé plusieurs outils gratuits ou payants pour aider les entrepreneurs à créer un blog, à optimiser leur présence en ligne, que ce soit, oui, par le blogging, mais aussi par d'autres tactiques de marketing numérique. J'ai aussi créé un outil physique que j'ai adoré à cette époque-là, qui était un journal personnel et business qui permettait aux entrepreneurs d'avoir des réflexions qui les amenaient à trouver un meilleur équilibre entre ces deux sphères-là de leur vie, parce que souvent c'est un enjeu, vous le savez, vous êtes probablement entrepreneur si vous écoutez ça. Donc pour moi c'était important d'avoir un outil pour mon utilisation personnelle et évidemment, bon, considérant que je le présentais souvent dans le groupe des femmes de tête, sur mes médias sociaux, ben, ça a fait en sorte qu'il y a eu un engouement et j'ai pu vendre ce produit-là à des centaines et des centaines de femmes à travers le Québec. À cette époque-là, dans mon grand élan créatif, j'ai écrit et publié mon premier e-book. Puis quand j'y repense, j'ai un peu honte, mais en même temps, je trouve ça tellement cute. C'était un e-book pour utiliser Instagram de façon professionnelle. J'expliquais un peu comment prendre de belles photos, comment attirer l'attention, comment utiliser la plateforme. On se rappelle qu'on est en 2016. Instagram n'était absolument pas ce que c'est aujourd'hui en 2023. Donc, ce premier e-book-là, mon Dieu, que ça me gêne de le regarder, mais en même temps, c'est aussi là où tout a commencé, donc c'est quand même quelque chose de bien marquant. Toujours dans cet élan créatif-là, j'ai créé la première collection de vêtements et de tasses femmes de tête parce que bon, le groupe Facebook a pris beaucoup d'envergure avec le temps, puis il y a beaucoup de femmes qui me disaient vouloir s'afficher comme étant des femmes de tête, qui me suggéraient de créer de la merch comme on appelle. Donc il y a eu les premiers produits dérivés des femmes de tête, desquels je sais pas si je peux dire que je suis fière, parce que la raison pour laquelle ces produits-là n'existent plus, c'est parce que la production contrevenait un peu à mes valeurs, mais en même temps, je suis fière de voir qu'il y a eu vraiment un mouvement de communauté qui s'est créé autour de ça. À cette époque-là, j'ai aussi eu des programmes, des espèces de coaching de groupe pour aider des gens à créer et monétiser leur blog. Donc oui, je faisais du coaching privé, one-on-one, mais j'ai aussi créé des programmes de groupe pour pouvoir aider un maximum de gens. Donc comme vous pouvez voir, ça roulait beaucoup, il y avait beaucoup de projets créatifs, il y avait tellement de choses que je voulais essayer puis qui m'étaient accessibles que je me suis lancée dans un paquet de projets et ça a été pour moi un beau trip, mais aussi une excellente école. Comme tous ces projets-là s'enchaînaient, ben à un moment donné, j'ai dû me rendre à l'évidence que ben, la mallette, c'était plus un blog, c'était devenu une entreprise. Donc est venu un autre changement d'identité visuelle en 2018 parce que là, c'était vraiment important pour moi que l'identité visuelle de la mallette ne soit plus une identité de blog, mais vraiment une identité d'entreprise, donc que ce soit plus professionnel, que ce soit plus intemporel, parce que là, je comprenais que ben, j'étais pognée avec ce projet-là à long terme et ça me faisait extrêmement plaisir. Donc, octobre 2018, on refait complètement l'identité et là, on est allé ailleurs complètement. J'étais plus dans le féminin bubbly. Oui, c'est sûr que ça faisait encore partie de moi et ça fait encore partie de moi, mais c'est là qu'on a créé le logo que vous connaissez actuellement, qui est vraiment plus minimaliste, beaucoup plus intemporel et beaucoup plus à l'image d'entreprise que ça devenait tranquillement. Et par la suite, ben, il y a d'autres projets qui se sont ajoutés à ça, donc pour moi, je savais ce qui venait d'être fait, mais je savais ce qui s'en venait, donc ce changement-là était nécessaire. Puis ça a amené des projets comme la création et la publication d'autres e-books, dont un e-book pour créer son blog de A à Z, un e-book pour monétiser son blog. Et petite parenthèse par rapport à ça, quand j'ai lancé le e-book pour monétiser son blog, j'ai décidé de mettre en application tout ce que j'avais appris dans mes études universitaires
pour que ce soit un lancement vraiment wow. Donc oui, j'avais une stratégie de marketing en ligne, mais j'ai aussi décidé d'utiliser les médias traditionnels. J'ai envoyé des communiqués de presse et j'ai eu quelques entrevues dans des journaux pour parler de ce e-book-là. Et pour moi, c'était comme irréaliste parce que, encore une fois, c'est quelque chose de tellement solo que j'ai créé chez moi que c'était difficile pour moi de croire que des médias, des vrais médias là, s'intéressaient à ce que j'avais à proposer. Et c'est ce qui m'a permis de faire le premier cover de journal, la une. J'étais sur la première page, une grande photo de moi. Je trouve ça tellement drôle, c'était un journal de ma région. Puis peut-être que c'est pas le big deal, mais moi quand on m'a annoncé que j'allais être à la une du journal, j'étais tellement excitée puis tellement fière. Puis à ce jour, ça reste quand même quelque chose que je trouve vraiment cocasse et dont je suis quand même très fière encore. Et par la suite, encore d'autres projets. C'est là aussi que j'ai lancé le podcast Une fille en business, un podcast où j'ai reçu plusieurs invités, plusieurs entrepreneurs pour parler de leur parcours, de leur stratégie marketing, où j'ai moi-même documenté certains moments de mon entreprise, où j'ai partagé du contenu éducatif, des anecdotes. Bref, Une fille en business, c'est un projet que j'oserais dire inachevé parce que je parle de ce projet-là au passé, mais j'ai une envie folle de le reprendre et je vais le reprendre. Donc, petit scoop à l'intérieur de cette vidéo, le podcast Une fille en business va revenir très prochainement. Je suis bien excitée de ça parce que pour moi, pouvoir utiliser le podcast pour m'exprimer, pouvoir rejoindre des gens via cette plateforme-là, ça a été vraiment très précieux, ça a beaucoup aidé mon entreprise, ça a été un outil marketing, tu sais, c'est pas juste un autre projet, c'est pas juste quelque chose, une plateforme, une tribune sur laquelle je peux m'exprimer, c'est aussi quelque chose qui m'a apporté des clients, qui m'a apporté de la visibilité. Donc ça a été très marquant dans le parcours de La Mallette. Toujours en 2018, l'espèce d'année des grands projets si on veut, j'ai aussi tenu mon premier événement en personne pour les femmes de tête. Donc plus tôt je vous ai dit que les femmes de tête voulaient s'afficher comme des femmes de tête et c'est la raison pour laquelle j'avais créé la ligne de vêtements et les tasses. Mais là, les femmes de tête avaient aussi envie de réseauter, de se rencontrer, de me rencontrer aussi, non pas parce que je suis une figure d'autorité, mais parce que on interagit tous les jours ensemble de façon virtuelle, donc c'est normal qu'à un moment donné on ait envie de sortir du web pour parler, avoir vraiment des échanges en personne. Et c'est ce qui a amené justement à la création de ce premier événement-là que j'ai tenu à Montréal. Donc je suis vraiment partie de mon Abitibi le temps d'un week-end pour aller à la rencontre des femmes. J'ai organisé une journée complète de conférences pour leur offrir un maximum de valeur et ça se terminait avec une soirée de réseautage. Pour moi, ça c'est quand même aussi très marquant. Chaque moment où je sors du web puis je vais à la rencontre des gens, c'est toujours bien spécial pour moi parce que je le fais pas si souvent que ça et quand je le fais, ben, ça a toujours un bel impact, oui sur ma business, mais sur ma personne et de voir que ce que je fais, oui ça a un micro-impact parce que je le vois avec mes clients. Donc moi ça c'est le micro-impact que je vois, mais ça a un impact vraiment à plus grande échelle, puis ça on s'en rend pas compte dans le quotidien, donc c'est bien le fun de le voir de cette façon-là. Puis cet événement-là m'a amené, tout découle, hein? Tout découle de la chose qui le précède. Donc l'événement à Montréal m'a amené à créer un membership pour les femmes de tête à travers lequel j'ai offert du contenu en lien avec les médias sociaux, en lien avec le marketing d'influence, en lien avec le marketing traditionnel, bref, beaucoup de valeurs que j'ai offert pendant quelques mois jusqu'au moment où j'ai réalisé que là j'avais beaucoup de projets dans mon assiette puis je devais faire des choix et le membership ben, faisait partie des choses que je devais retirer de ma charge de travail, puis c'était pour vraiment laisser place à d'autres projets vraiment le fun.
En 2019, la mallette a connu quand même un gros tournant. Il y a eu un espèce d'engouement démesuré envers nos services. Et c'est ce qui a fait en sorte que je me retrouvais face à des grandes décisions à prendre, soit refuser des mandats ou engager une ou des personnes qui allaient se joindre à moi pour accepter des mandats mais pouvoir déléguer. Donc, 2019, le moment où j'ai engagé une première personne dans mon équipe. Et là, ça, je le dis, là, je suis comme gênée, émotive, fébrile parce que pour certains, peut-être que c'était la suite logique, donc on se doutait que ça s'en venait dans le parcours, mais moi je l'avais pas vu venir ça. Et j'ai vraiment été prise un peu pas au piège, mais j'ai été mise au pied du mur à faire ok, ben là, c'est là que tu dois faire quelque chose. Donc ça a été bien spécial pour moi d'engager une première personne, puis après ça, ben, ça a déboulé une deuxième personne, une troisième personne, et mon équipe a grandi. Et moi qui disais quelques mois auparavant que la mallette c'était une petite entreprise, que j'étais une solopreneur, ben là je voyais que mon projet prenait vraiment une toute autre forme. Puis ben j'haïssais pas ça, j'ai réalisé que ma vision de mon entreprise évoluait au même rythme que moi j'évoluais, donc des choses que je n'osais pas imaginer avant ou que j'avais même pas envie d'intégrer dans ma vie. Il y a quelques mois, quelques années, ben là j'avais envie puis c'était correct. Et ben c'est ça, c'est comme ça que la mallette a engagé ses premiers pigistes en création de contenu et même en gestion de projet. Et là, vous me voyez peut-être venir, on est tanné d'en entendre parler, mais on peut pas passer sous silence ce qui s'est passé en 2020, début de la pandémie, mars 2020. Grand événement anxiogène pour les entreprises. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Probablement que ça a eu un impact sur votre entreprise, positif ou négatif. En fait, ça a eu un impact sur n'importe quelle entreprise. Puis au tout début, là, ramenez-vous là, aux premières semaines de pandémie, tout était tellement inquiétant, anxiogène, incertain, que même moi je me disais « Ah, ben peut-être que c'est la fin de mon entreprise » parce que là, tout le monde était un peu sur le qui-vive et on a beaucoup de nos clients qui devaient arrêter leurs activités en raison de la pandémie, donc qui avaient moins de revenus, qui devaient couper dans leurs dépenses et bien évidemment, une dépense qui était coupée, c'était les services de la mallette, que ce soit en coaching ou en création de contenu. Donc là, on voyait certains de nos clients quitter le navire, puis là, on se disait, ok, nous, on croit vraiment que nos services sont utiles en ce moment, mais on sait que là, les entreprises sont tellement dans l'inquiétude puis l'inconnu que c'est normal qu'ils n'aient pas envie d'investir dans nos services. Donc, on a essayé d'innover, de voir où on pouvait être réellement utile parce que, tu sais, c'est ça un peu notre but. C'est pas d'avoir le plus de clients possible, c'est pas d'avoir le plus de visibilité, d'avoir le plus de notoriété. Ça vient avec. Mais ce qu'on veut pour nos clients, c'est d'être utile puis de faire rayonner leurs entreprises parce qu'on choisit des clients en qui on croit, des entreprises qu'on aime véritablement, qui nous font vibrer, puis ce qu'on veut, ben c'est leur bien, on veut ce qu'il y a de mieux pour eux. Donc on s'est dit, ok, comment on peut les aider? Et ben rapidement, le mindset des entrepreneurs a quand même changé, puis il y a eu un grand tournant, vers le web. Donc là, on s'est dit, ok, on va les accompagner parce qu'on voyait des entreprises qui ne savaient pas où se lancer ou qui faisaient les choses un peu tout croche parce que là, c'était un peu la panique de se diriger vers le web, d'utiliser les outils qui étaient à leur disposition. Donc, on a créé des formations pour aider ces entrepreneurs-là. Puis, rapidement, ben, c'est devenu un volet de l'entreprise qui a pris énormément d'espace et d'ampleur. Et depuis la pandémie, ben, c'est sûr que l'équipe de la mallette a continué à évoluer. On a accueilli aussi des nouveaux clients dans notre volet création de contenu. En fait, on en accueille toujours, mais là, on a des clients exquis qu'on adore, qu'on aime faire rayonner, avec qui les relations sont faciles, avec qui on a du plaisir à travailler. On a des nouveaux étudiants qui s'inscrivent à nos formations à chaque semaine. On a créé et on continue de créer des événements en ligne pour rassembler, réunir les entrepreneurs, pour les éduquer, pour les inspirer. On a des projets
plein la tête, autant pour nous que pour nos clients. On teste des nouvelles choses. On a même créé un projet laboratoire qui nous permet de tester des tactiques marketing qu'on peut ensuite mettre en application chez La Mallette ou proposer à nos clients. On a une culture d'entreprise qui se précise, on a une vision qui est de plus en plus claire et ce qui est vraiment trippant, c'est qu'on vous amène avec nous pour le vivre et ça, pour moi, c'est full précieux parce que je sais que sans une communauté, sans des personnes clés dans le parcours de La Mallette dans ces 10 ans-là, ben, il n'y a rien de tout ça qui aurait pu se placer. Plus tôt, je vous ai parlé de Joliane, qui était une des premières blogueuses dans mon équipe en 2013, qui m'a offert une opportunité de pigiste en gestion de médias sociaux, puis ça a été un élément déclencheur, mais des petites personnes clés comme ça qui ont eu un petit ou un grand impact, ben il y en a plein et vous en faites partie parce que si vous écoutez ce documentaire-là, ben probablement que vous avez eu un petit rôle à jouer, que ce soit parce que vous nous avez offert une opportunité, parce qu'on a pu vous aider, parce qu'on a créé quelque chose ensemble, parce que vous avez consulté notre contenu, vous avez aimé nos publications, partagé nos contenus. Peu importe le rôle que vous avez joué, c'est sûr que vous avez tous votre petit impact dans l'histoire de La Mallette et ça, là, ça vaut énormément pour moi puis pour toute mon équipe aussi. Puis là, ben, ça fait 10 ans que La Mallette existe déjà et ce qu'on se souhaite pour la suite, ben, c'est de continuer de suivre nos étincelles créatives qui nous allument à tous les jours, de travailler avec des entrepreneurs de cœur, de travailler sur des projets qui nous font vibrer, de concrétiser des idées complètement folles, que ce soit les nôtres ou celles de nos clients. Chaque fois qu'il y a un projet qui sort de l'ordinaire, on a toujours envie de sauter dedans parce qu'on sait que ça va être super stimulant. On veut continuer d'offrir un service A1 à nos clients, mais aussi à notre communauté. C'est super important, oui, d'être là pour nos clients, mais d'être là aussi pour les gens qui nous soutiennent d'une façon ou d'une autre. On se souhaite des belles personnes dans notre équipe parce que notre équipe va continuer de grandir, d'évoluer, puis on souhaite vraiment des humains qui nous ressemblent, qui ont envie de suivre leurs étincelles créatives elles aussi, puis d'avoir un impact dans notre entreprise et dans celle de nos clients. Puis j'ai envie de dire que ce qu'on se souhaite le plus, là, ben, c'est de continuer de s'amuser dans ce grand terrain de jeu-là qui est le web, qui est l'entrepreneuriat, puis surtout de s'amuser avec vous. D'ailleurs, je l'ai déjà mentionné, mais que vous soyez là depuis 2013, depuis 2016 ou depuis hier matin, ça nous fait tellement plaisir de vous compter dans l'histoire de La Mallette parce que ben, c'est grâce à votre présence, grâce à vos actions que nous, après ça, on peut avoir de l'impact dans la vie de nos clients puis les aider à poursuivre leurs étincelles à eux. Et ça, ben, ça vaut tout l'or du monde. Je nous souhaite ça pour encore 10 ans puis je nous souhaite probablement de collaborer ensemble. Peu importe les projets créatifs que vous avez en tête, on est là pour les concrétiser avec vous.